magic ever. Donc là, l'idée, c'était de passer par un genre qu'on n'a pas encore abordé, même pas du tout, qui est celui de l'horreur, hein, si vous voulez. On est passé par le western, par le film d'anticipation, par le drame, par le polar, par tout ce que vous voulez, par le youth movie, le film de jeunes, le lauréat. Et là, on va passer par l'horreur. Alors, je dirais que c'est compliqué et simple à la fois. Simple parce que l'horreur est un genre absolument défini qui existait évidemment avant les années 70, qui commence dès le début du cinéma, qui se développe, qui se poursuit, qui arrive là dans la décennie et qui atteint une sorte de, à mon avis, d'âge d'or. Et c'est compliqué parce qu'à cette époque-là, beaucoup de films empruntent au cinéma d'horreur des motifs. C'est-à-dire que quand vous voyez la fin de Soldat Bleu, la fin de La Horde Sauvage, vous avez vu la fin de Taxi Driver pour ceux qui étaient là la fois précédente, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, c'est-à-dire que l'horreur, c'est à peu près répandu dans tous les genres dans le cinéma américain du Nouvel Hollywood. C'est devenu, pour le coup, la question du sang, de la violence gratuite, la dimension très très graphique de la violence, voire le gore, sont des choses, souvenez-vous encore une fois Taxi Driver, qui ont pénétré tous les genres. Donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un cinéaste, il y a un critique américain qui expliquait qu'il y avait en fait deux clés pour comprendre le cinéma du Nouvel Hollywood. En fait, c'est un cinéma qui tournait autour de deux idées en permanence. La première, c'était la question de la guerre du Vietnam. Il disait, et on en reparlera la fois prochaine évidemment, la guerre du Vietnam, c'est le fantôme de la décennie. C'est-à-dire que même quand c'est pas traité très directement dans les films, il n'y a pas marqué Vietnam, il n'y a pas de soldats, de vétérans, c'est une sorte de présence permanente qui dicte, si vous voulez, le récit des films. Et la deuxième chose, le deuxième paramètre, c'est la question du cinéma d'horreur. L'horreur, c'est vraiment, à mon avis, un des thermomètres parfaits pour voir ce qu'a été l'évolution du Nouvel Hollywood. Et là, vous allez voir ce soir un film un peu particulier. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir un film plus facile, plus connu en tout cas. L'Exorciste, par exemple, Massacre à la tronçonneuse. J'ai hésité, très franchement, Massacre à la tronçonneuse, mais j'ai eu peur qu'une partie d'entre vous parte au milieu. Il y a aussi ça, le problème de l'horreur, c'est qu'il y a aussi une capacité de résistance à ce qu'on voit. C'est comme l'ennui, si vous voulez. Il me semble, l'ennui fait qu'on sort d'une salle de cinéma, comme le dégoût ou l'horreur fait qu'on sort d'une salle de cinéma. Mais c'est rarement le cliché ou la bêtise qui nous font sortir. C'est plutôt, à mon avis, ces deux sentiments-là. Et Martin, vous allez voir, c'est un film d'un cinéaste qui est extrêmement important dans le cinéma américain de cette époque-là, qui, lui, contrairement à beaucoup d'autres, continue de faire des films. C'est compliqué pour lui. C'est évidemment George Romero. George Romero, il est surtout connu, et même par moments à son grand dam, c'est-à-dire que Romero, il a fait un cycle de films, 6 au total de films de zombies. C'est lui l'inventeur du zombie moderne, si vous voulez. On reviendra tout à l'heure sur c'est quoi un zombie moderne. Est-ce qu'il y a des zombies classiques, est-ce qu'il y a des zombies modernes. Lui, il a inventé les zombies modernes avec un film qui marque, on pourrait dire, une date très importante dans le cinéma américain de l'époque, qui est La Nuit des Morts Vivants en 68. Un film qui a un succès absolument phénoménal et qui va, on pourrait dire, totalement changer la face du cinéma d'horreur. En un film, pour être plus précis, on pourrait dire en deux films, Rosemary's Baby de Roman Polanski en 67 et La Nuit des Morts Vivants de Romero l'année suivante. Ce sont les deux films qui vont faire basculer totalement le cinéma d'horreur, on pourrait dire d'un genre assez classique, avec des monstres un peu exotiques, empruntant beaucoup à la littérature, Dracula, Frankenstein, des pratiques vaudou, etc., la science-fiction, d'un seul coup à une forme d'horreur totalement moderne, réaliste et documentaire. C'est ce que vous allez voir là. Donc on aurait pu passer un film de zombies. La Nuit des Morts Vivants, par exemple, ou alors le chef-d'œuvre de ce cycle que Romero va réaliser un an après ce film, un an et demi, qui s'appelle Dawn of the Dead, Zombie, pour ceux qui l'ont vu, qui est un film absolument phénoménal, mais je me suis dit que vous le connaissiez peut-être d'entre vous un peu trop, et que c'était bien de passer un film un peu moins connu. Et donc on passe Martin. Alors, très rapidement, dans la carrière de Romero, c'est un cinéaste qui est originaire de Pittsburgh. Vous allez voir que le film est tourné à Pittsburgh, dans la ville dans laquelle il s'est installé, dans laquelle il a vécu très très longtemps. Alors, je ne sais pas si un film vous donnera envie d'aller à Pittsburgh. Moi non, mais voilà, le film a été tourné à Pittsburgh. Et c'est quelqu'un qui fait ses premières armes on peut dire, dans l'actualité télévisée, dans la publicité, détournant beaucoup de films assez classiques d'horreur et de science-fiction. Et en 68, avec en gros une bande de copains, 3 francs 6 sous, une caméra 16, il va tourner donc La Nuit des Morts Vivants. C'est un coup de tonnerre absolu, évidemment, dans l'histoire du cinéma. Et il va mettre beaucoup de temps, Romero, à retrouver, on pourrait presque dire, ce succès. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome de ces cinéastes dont le premier film est un coup de tonnerre. Par exemple, Massacre à la tronçonneuse, c'est la même chose, mais Orson Welles, Citizen Kane, c'est pareil. Comment on fait pour faire un autre film après Citizen Kane? Comment on fait pour faire un autre film
et pas forcément d'horreur, après La Nuit des Morts Vivants. Et donc il fera plusieurs films, Martin est son 5e film, et aucun des films qu'il fera après, que ce soit Jack's Wife par exemple, The Season of the Witch, The Crazies, retitré en France grotesque, La Nuit des Fous Vivants, hein, on voulait évidemment capitaliser sur le succès de la Nuit des Morts Vivants, donc on a appelé ça La Nuit des Fous Vivants. Donc il a fait comme ça des films qui sont plutôt réussis, on est très très intéressants, qui montrent que Romero a beaucoup de cordes à son arc, c'est un cinéaste à la fois, on pourrait dire satirique, politique, très critique, très très fin. Hein, l'homme est comme ça d'ailleurs, c'est quand même de très très fin, Georges Romero, et il me semble que dans son film ça se sent véritablement. Et là il va réaliser Martin, et Martin c'est encore aujourd'hui l'un de ses films préférés. Il considère que si on devait choisir 2-3 films dans sa carrière, en tout cas c'est les films qu'il incarne le mieux, il y aurait notamment ce film-là, qui est réalisé en 1977, qui a eu un petit succès, mais pas tant que ça. Le succès viendra après avec Dawn of the Dead. Et je terminerai en disant qu'à l'origine, Romero s'intéressait à la question du vampire. Voilà. Après les zombies, la nuit des morts vivants, les undead, il s'intéressait à la question du vampire et se posait la question, à l'origine assez drôle d'ailleurs, ce qui arriverait de façon extrêmement pragmatique à un vampire qui aurait 300 ou 400 ans. Il faudrait qu'il change son permis de conduire, son numéro de sécu, il aura affaire à l'institution américaine, des choses extrêmement triviales. Et c'est là-dessus qu'il est parti au départ pour écrire son scénario. Ça devait être une comédie, une vraie comédie, non pas une comédie lourde, une comédie ou appartenant au burlesque, non, on pourrait dire une comédie plutôt subtile à la LHB, quoi, si vous voulez. Et au fur et à mesure de l'écriture, il s'est rendu compte que au fond, il a eu peur que le public ne suive pas. Pendant 1h40, ces histoires un petit peu étranges autour d'un vampire qui tente de faire refaire son passeport. Et il a bifurqué vers le film que vous allez voir là, qui est un film, alors là pour le coup, extrêmement sombre. Hein. C'est un film qui est difficilement aimable. Martin, il faut le dire, et quand vous allez le voir, c'est un film qui est à mon avis, c'est un mélodrame à l'origine. Hein, c'est un mélodrame fantastique, si vous voulez. Et donc, il va faire ce film, tourné à Pittsburgh, là encore une fois avec une équipe de gens très resserrés. Sur le tournage, ils étaient 14-15 en permanence, les acteurs compris, c'est inimaginable. Tourné, comme le disait Jean-Paul, en 16 mm. Hein, donc vraiment. Et la première version du film sera d'abord intégralement en noir et blanc et va durer 3 heures. Alors c'est assez drôle, parce que alors, je vous rassure, c'est pas, la version que vous allez voir là n'est pas intégralement en noir et blanc, mais la première version fait 3 heures en noir et blanc. Et Romero, en voyant cette version-là, décide d'introduire certaines séquences, de remettre certaines séquences en couleur, vous verrez le sens que ça a dans le film, et de ramener la durée du film à un format, on pourrait dire, plus raisonnable. Hein. Donc le film fait à peu près 1h30, alors qu'il y a une version de 3 heures qui existe quelque part, et c'est assez drôle parce que Romero a perdu cette copie-là. Et donc... quand vous croisez Romero, il vous dit toujours, si jamais vous tombez sur une copie de Martin à version de 3 heures, c'est un peu mon Graal, j'aimerais bien la retrouver pour la voir, quoi. Et voilà, donc là, la version que vous allez voir dure 1h30. Voilà, je fais une bonne projection. Vous allez voir, c'est un film qui est pas, évidemment, comme tous les films qu'on voit depuis le début, c'est pas un film binaire, c'est pas un film dont le discours est absolument limpide, ça joue en permanence sur l'ambiguïté, on peut penser plein de choses différentes en permanence en voyant ce qui arrive à Martin. Et moi, je pense que c'est évidemment ce qui fait le prix de ce film, c'est son espèce d'ambiguïté ou d'ouverture, quoi, si vous voulez. On en discutera évidemment juste après. My name is Martin. I'm 84 years old. People think I'm crazy when I tell them how old I am. I'd like to be normal. I just have a sickness. The only way I can survive is by drinking blood. It's not easy living the way I do. I have to be careful all the time. But I'm pretty good at it. I think as I get older, I get better. I haven't been caught yet. Martin, another kind of terror. You see, people don't understand what's wrong. They think that I'm a monster. They think I'm a vampire. People don't realize that those things I see in the movies are not real. I don't have a whole lot of women.
nice to watch them. I watch them a lot all the time. I have to be sure that nothing goes wrong. I follow them, I plan, I'm very careful. I have needles now. I can use them. I can put them to sleep. And it doesn't hurt. Martin, another kind of terror. I would like to be like everyone else. I have to do things that I don't necessarily like to do, but I want to stay alive. I do need blood. From the director of Night of the Living Dead, Martin, another kind of terror. Par rapport à ce que je vous disais au tout début de la présentation, je voulais vous préciser 2-3 choses sur cette question de l'horreur dans les années 70. Pour quelle raison? On s'est dit qu'il fallait passer évidemment et forcément un film d'horreur, parce que c'est un genre qui est très important. Il y a eu beaucoup de films d'horreur réalisés pendant la période, et des grands films d'ailleurs. Je vous parlais de L'Exorciste, qui avait un succès phénoménal, Rosemary's Baby, Massacre à la tronçonneuse, pour ceux qui... vous avez vu Massacre à la tronçonneuse, ce film de Toby Hooper, hein, Wes Craven, qui a fait des films comme La Maison sur la gauche par exemple, ou La colline à des yeux, qui sont des films particuliers. Le monstre est vivant, film de Larry Cohen, l'homme qui a créé Les Envahisseurs, vous savez, le petit doigt. Hein. Bref, il y a eu beaucoup de films d'horreur au cours de la période. Et donc, alors, il y a 2-3 choses, à mon avis, qu'il faut dire avant qu'on attaque très précisément ce film-là. La première, c'est qu'une des raisons qui font que l'horreur va devenir un genre très important dans les années 70, mais non seulement important, mais il est important dans la mesure où il révèle, si vous voulez, on pourrait presque dire le refoulé de l'histoire de l'Amérique. C'est à ça que le zombie, vous disiez que ça vous a semblé le plus politique, hein, les films de zombies de Romero par rapport à celui-là. Le zombie, c'est un des rares personnages, d'ailleurs nouveaux, créés par le cinéma américain depuis 40 ans. Il n'a pas 36. Et le zombie, c'est une figure absolument formidable. Hein. L'idée, évidemment, de Romero, souvenez-vous, à l'époque, dans les années 30-40, le zombie, c'est plutôt une sorte d'esclave. Hein. Il y a un film assez connu de 1932 qui s'appelle White Zombie, dans lequel Bela Lugosi, une sorte de chef de plantation qui dirige de main de fer son domaine en se servant d'esclaves qui sont zombifiés. Hein. Donc le zombie, c'est souvent la métaphore de l'esclave, mais sont plutôt en fait des créatures ou des humains qui sont sous une influence vaudou. Ils ne sont pas du tout des morts vivants. Ce qu'on appelle le zombie à l'époque, c'est pas ça du tout. Et puis Romero, évidemment, arrive en 68 et lui va complètement, on pourrait dire, révolutionner la figure du zombie. Hein, le zombie, ça devient, c'est vous et moi. Déjà, ça c'est très important, mais vous et moi après la mort. Hein, et c'est une espèce de créature qui n'a aucune motivation. C'est ça qui est extrêmement important. Le zombie, on ne sait même pas pourquoi il est là tout simplement. Hein. C'est vraiment c'est Clément Rosset, philosophe, qui parlait de l'idiotie du réel, c'est-à-dire ce qui a lieu et on ne sait jamais pourquoi, pour quelles raisons ils sont apparus. Au début, Romero s'amuse à lancer quelques petites explications comme ça. Il y a eu de la radioactivité, peut-être un phénomène climatique ou autre, mais c'est plus pour faire diversion, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est cette espèce de double de nous. Hein. Donc le zombie, c'est une figure totalement moderne dans la mesure où, elle n'a pas de sens, elle est juste là, etc. Et aussi parce qu'elle révèle, hein, on pourrait presque dire, c'est les plaies de l'histoire américaine, si vous voulez. Hein. Très, très littéralement, le zombie, il est déliquescent, c'est l'histoire américaine qu'on a enterrée. Hein, et puis un jour, cette génération de Hollywood a envie de voir à quoi ressemble cette histoire-là. Elle la ressort de terre, et cette histoire-là, elle est purulente et elle ressemble à un zombie. Et le zombie, et Romero l'a toujours dit, lorsqu'il a créé le premier, 68, et puis il y en aura évidemment beaucoup d'autres, pour lui, la grande métaphore du zombie, il a toujours été conscient de ça. L'intérêt de Romero, contrairement à d'autres cinéastes américain et parfois d'horreur américain, c'est qu'il est très très conscient de ce qu'il raconte. Hein, chaque film est une allégorie, une fable, il peut vous expliquer parfaitement ce qu'incarne le zombie, et pour lui le zombie, c'est la métaphore du changement. Hein. Enfin, le changement, c'est maintenant avec le zombie, si vous voulez, c'est que c'est pas super normal, quoi. Hein. Mais c'est ça, le zombie, c'est-à-dire que c'est tout simplement un désir de changement. Et le zombie, qu'est-ce qu'il fait dans les différents films? Parce qu'au fur et à mesure des films de la saga, les zombies, évidemment, prennent de plus en plus d'importance. Les humains ont de moins en moins d'espace où se réfugier. Et jusqu'à Land of the Dead, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, où il y a vraiment une petite ville, une tour, il n'y a plus beaucoup d'espace pour les humains. Et donc, il y a presque une inversion au
aussi bien dans l'espace que du nombre d'individus entre les zombies et nous. Et le zombie, c'est le désir de changement, c'est la métaphore on pourrait dire, d'une société qui veut dévorer l'ancienne. Le zombie, il est là pour ça, il n'est pas là pour dire autre chose. C'est pour ça que c'est une figure géniale, parce que c'est un peu comme une sorte presque de surface de projection sur laquelle on met ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un buvard génial, si vous voulez, le zombie. À la fin des années 60, quand Romero décide de faire du personnage principal dans La Nuit du Mort-Vivant, de prendre un acteur noir pour le faire, et lui a toujours dit non, c'est pas une métaphore politique, je trouve que c'était le meilleur à ce moment-là pour ce rôle-là. Il n'empêche qu'en 68, le personnage principal qui va prendre en charge la survie du groupe humain, c'est un acteur noir. Et c'est lui, évidemment, qui va organiser la survie, très difficilement, parce qu'on se rend compte que le pire des ennemis ne sont pas les zombies, mais c'est l'incapacité des humains à se regrouper entre eux. C'est le grand sujet de Romero, c'est son côté Howard Hawks, quoi, si vous voulez. Et à la toute fin de La Nuit du Mort-Vivant, vous l'avez tous vu, La Nuit du Mort-Vivant, ou pas? Non? À la fin de La Nuit du Mort-Vivant, ce qui est terrible, c'est qu'il y a évidemment des milices qui circulent dans la campagne américaine, qui font du tir de zombies comme on ferait du tir de lapin, si vous voulez, et qui tombent sur la maison qui a tenté de résister à l'assaut des zombies. Ils sont tous morts, sauf le héros noir. Et de loin, il y a cette espèce de milice qui est très très nixonienne à l'époque, et qui voit le noir sortir de la maison, et ils le prennent évidemment pour un zombie, ils lui tirent dessus, et ensuite ils le récupèrent avec un croc de boucher. Et Romero filme ça sous la forme d'images arrêtées, avec une sorte de photographie de presse, renvoyant très exactement aux différents, évidemment, massacres de noirs, à la tradition très raciste du sud des États-Unis, lorsqu'on lynchait comme ça les noirs. À la fin des Noirs vivants, on a l'impression de voir un documentaire sur le sort des noirs aux États-Unis à la fin des années 60. Bon, tout ça pour dire que ce qui est passionnant avec les zombies, c'est qu'à chaque décennie, son type de zombie, et donc sa métaphore. À la fin des années 60, le zombie il arrive parce qu'en gros c'est la décennie des droits civiques. Si vous voulez. Et c'est ça qu'il incarne, le zombie, cette espèce de désir de revanche, de rééquilibrer, on pourrait dire, les pouvoirs. Dans les années 70, quand Romero tourne Dawn of the Dead, Zombie en français, qui est un film qui aura un succès évidemment colossal, là c'est plus du tout l'Amérique, on pourrait dire, des droits civiques qui est dans la figure du zombie, c'est la société de consommation. Et pour ceux qui ont vu ce film Zombie, qui est un film assez fou, l'essentiel du film se passe dans un supermarché, métaphore évidente, et les zombies reviennent dans le supermarché, et un personnage dans le film dit mais qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont tous dans le supermarché, l'autre lui dit parce que c'est là qu'ils avaient l'habitude d'aller, quoi. En gros, vous allez le dimanche, c'est encore autre chose, ça. Ouais. Et le supermarché, voilà, c'est ça. Parce qu'autrement dit, eux, c'est nous, si vous voulez. Cela dit, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Vous allez chez Ikea le week-end, sur ces zombies. Il n'y a pas des gens qui vous hurlent dessous toute la journée, mais c'est la même chose. Et donc la métaphore, elle est évidemment extrêmement puissante. C'est-à-dire l'absence d'individus, le désir idiot de consommation, le fait de déambuler en groupe, tout y est, quoi. C'est une grande critique zombie de la société de consommation, mais le zombie, c'est le consommateur idiot. Voilà. Dans les années 80, Romero il fait à nouveau un film de zombies, et cette fois il s'attaque à la question militariste, et dans un film qui s'appelle Day of the Dead, là, cette fois le zombie devient, si vous voulez, la métaphore à la fois de la chair à canon des armées et en même temps des expériences scientifiques, avec un zombie pour une fois qui commence à acquérir une forme de conscience. Il y a 2-3 trucs qui se passent dans sa tête, il retrouve des réflexes, un zombie qui s'appelle Bub, assez formidable d'ailleurs. Il y a plus d'humanité dans le zombie Bub d'ailleurs que dans la plupart des personnages du film. Et dans les années 90, Romero voulait faire encore un film de zombie, cette idée qu'à chaque décennie son zombie, et il voulait que le zombie soit un SDF. Pour lui, la grande figure de la minorité américaine dans les années 90, c'est le homeless, quoi, c'est le SDF. Mais pour des raisons de production, il n'a pas pu le faire, et il est revenu ensuite avec son zombie post-11 septembre, si vous voulez, avec Land of the Dead évidemment, et puis Dennis Hopper dans le rôle d'un républicain qui dit on ne négocie pas avec les terroristes. Bon. Et donc ce qui est génial avec la figure du zombie, c'est que c'est un peu comme les body snatchers dont je vous avais parlé une fois,
c'est que quel que soit, c'est une figure qui est tellement mobile, élastique, tellement métaphorique, qu'il suffit de tremper un zombie quelque part et d'un seul coup, le zombie il révèle tous les dysfonctionnements évidemment autour. C'est la figure absolue de la minorité. Or, la minorité, évidemment, elle change en fonction des décennies. Et c'est ça qu'invente évidemment Romero à la fin des années 60, et c'est en ce sens-là qu'il va révolutionner le cinéma d'horreur. Il le révolutionne aussi par le style, et vous l'avez peut-être vu déjà avec Martin, ça se sent, c'est que c'est un style qui emprunte beaucoup au style documentaire, extrêmement réaliste. C'est un film très réaliste, Martin, hein. Et alors après, on verra le rapport qu'il entretient avec les images en noir et blanc, les films de fiction, les gousses d'ail, les capes, etc. Mais c'est un film très très réaliste. Et ça, évidemment, là où c'est très original, c'est que Romero va introduire le style documentaire dans le cinéma d'horreur. Tout ça pour dire que on pourrait, si on voulait faire une grande cartographie, si vous voulez, de l'évolution du mal ou du monstre dans l'histoire du cinéma américain, on pourrait prendre le territoire des États-Unis puis se dire que dans les années 10 et 20, le monstre qui menace l'Amérique, il est très très loin. Hein, il est, je sais pas, aux Bahamas, il est dans un endroit exotique en Europe de l'Est, il vient de très très loin, de Transylvanie, puis en plus on adapte à l'époque les grands classiques de la littérature, et au fur et à mesure des décennies, ce monstre il se rapproche. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette évolution-là. Autrement dit, il y a cette idée que le héros, le monstre, est non-américain dans le cinéma d'horreur et fantastique américain avant la fin des années 60, forcément. Donc il arrive dans le cadre, ça veut dire qu'il arrive sur le territoire américain, et l'Amérique se réunit, se regroupe pour le chasser. Vous avez tous vu, je sais pas, Tarantula, que ce soit une carotte géante, une araignée, des extraterrestres, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un élément exogène au territoire américain qui doit être expulsé parce qu'il n'a rien à y faire. Bon. À l'époque, c'était très très simple, parce qu'il y avait en gros ce qui est l'Amérique et ce qui n'était pas l'Amérique. Et donc, en termes de mise en scène, c'est aussi très important, parce que tout ce qui était hors champ, c'est ce qui n'était pas américain. Hein, c'est là ça que servait la dimension politique du hors champ dans le cinéma américain, c'est celle-là. Ce qu'on met hors champ, ça a un sens, si vous voulez, politiquement. Et donc le cinéma américain, jusqu'à la fin des années 60, on observe une sorte de long rapprochement comme ça de la menace. Alors il y a des films avant-coureurs qui nous disent à la fin des années 50 et au début des années 60, finalement la menace, elle n'est pas non-américaine, la menace c'est nous, c'est le voisin. Hein, c'est le grand-père. Et là, il y a deux films qui sont pour ça très très importants dans l'évolution de la situation presque géographique du monstre. C'est Psychose, évidemment, d'Hitchcock. Là, c'est plus du tout un extraterrestre, c'est Norman Bates, c'est le type qui a l'air extrêmement sympa, hein, souvenez-vous. Si c'est que le monstre, c'est cette espèce de mère dont on croit jusqu'à la fin du film qu'elle existe vraiment, hein, que c'est quelqu'un d'autre, pour se rendre compte finalement que la mère, elle est en lui. Autrement dit, c'est la métaphore évidemment géniale du monstre intérieur. Parce qu'on cherchait ailleurs Mrs. Bates, et en fait, Mrs. Bates, elle était dans le corps de Norman depuis le début. Et donc ça, c'est une révolution copernicienne, si vous voulez, dans l'évolution du cinéma d'horreur et de monstres, hein, ce moment de psychose à du mort-vivant. Il y a déjà eu, juste avant, les body snatchers dont je vous parlais une fois, l'invasion des profanateurs de sépulture en 56, hein, avec ces extraterrestres qui remplacent tous les humains par leurs doubles végétaux. Si c'était qu'ils sont exactement comme vous et moi, mais il en manque un truc dans l'œil, un peu d'émotion, quelque chose. On sentait qu'on arrivait déjà à cette idée que le monstre allait plus venir d'ailleurs, qui commençait à être qui venait dangereusement du territoire américain, si vous voulez. Et puis après, il y a eu aussi un film qui est important, c'est un film qui s'appelle 200 froid. Je ne sais pas si vous l'avez vu, adapté de Truman Capote, film de Richard Brooks, hein, qui raconte le meurtre et la cavale meurtrière de deux jeunes Américains, et qui est aussi un film basé sur un fait divers, et qui raconte aussi ça. Cette fois, le mal, c'est pas un espèce de diable biscornu, c'est pas un monstre avec 12 000 yeux ou 40 tentacules. Le mal, c'est le voisin, hein, c'est le même. Ça, c'est important parce que, si vous voulez, si on regarde de loin, l'évolution du cinéma d'horreur, on s'en moque du cinéma d'horreur. La question du cinéma d'horreur, c'est la question de l'autre. C'est ça la question du cinéma d'horreur. Par moment, il y a de l'horreur, par moment, il n'y en a pas. C'est lorsqu'il rapproche, entre parenthèses, le cinéma d'horreur du western, c'est qu'elle se définit par rapport à un autre. Hein. Dans le cinéma classique, dans le western classique, l'autre, c'était l'Indien. Dans le cinéma d'horreur, l'autre, c'est le monstre. Mais dans tous les cas, c'est l'autre qui permet de définir ce genre-là, si vous voulez. Et cette question de l'autre, elle est importante parce que jusqu'à la fin des années 60, grosso modo, l'autre, il est différent. C'est l'inconnu. Voilà. Pour faire court. Il vient d'ailleurs, il vient de Mars, physiquement,
dans ses désirs, il est différent. À partir même de 67-68, Rosemary et la Nuit des Morts Vivants, d'un seul coup, l'autre, c'est le même. Hein. Ça, c'est extrêmement important parce que on pourrait dire que je ne sais pas si vous voyez le changement total, hein, de paradigme dans ce qu'est l'évolution du cinéma d'horreur. Hein, jusque-là, l'autre, c'était l'inconnu, la peur venait de ça. Cette fois, la peur, elle vient du familier. Elle vient du même. Bon. Et ça va changer toute la donne, ce qui fait que tout le grand cinéma d'horreur américain des années 60, il est fondé là-dessus. Rosemary's Baby, c'est le mâle, il naît dans le ventre de Rosemary, Mia Farrow. Là, les zombies, c'est papa-maman, mais ils sont morts, ils reviennent. On n'ose pas les tuer parce qu'on les reconnaît. En même temps, ce sont des zombies. Et c'est le même, tout simplement. Dans L'Exorciste, celle qui est possédée, c'est une petite fille de 12 ans qui habite à Washington. Mais encore une fois, c'est le même qui se représente à ses parents, hein, en tant qu'autre. L'Exorciste, on en parle comme d'un film d'horreur, mais en fait pas vraiment. C'est le drame d'une mère qui ne reconnaît pas sa fille. C'est un mélodrame, si vous voulez, L'Exorciste, qui emprunte des effets d'horreur, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur d'ailleurs. Le monstre est vivant, pour ceux qui l'ont vu, c'est pareil. Un petit couple d'Américains tout à fait normaux qui un jour, la femme met au monde un monstre, tout simplement. Hein, c'est un film de Larry Cohen, celui dont je vous parlais. Et on pourrait multiplier des exemples comme ça, si vous voulez. Ce qui veut dire que la question d'un seul coup de l'autre, hein, se transforme en la question du même qui fait peur. Ce qui fait que, alors vous me dites si vous me suivez, ce qui fait que dans le cinéma d'horreur classique, il y avait en termes de mise en scène une espèce de découpe ou d'opposition extrêmement claire entre le chant et le hors-champ. Hein, tout simplement, le chant c'était le droit au sol, c'était l'Amérique, c'est les gens qui avaient le droit d'y être, c'est les gens bien qu'on reconnaissait, machin. Et le hors-champ, c'était la zone de la peur, de l'inconnu. Bon. Et donc la mise en scène, elle fonctionnait là-dessus. Je veux dire, on ouvre un placard, on a peur de ce qui va surgir du hors-champ, etc. Autrement dit, on n'a pas de doute sur ce qui est dans le champ, on a la trouille de ce qui va arriver à côté, dans le plan suivant, ou alors derrière un décor, ou peu importe. À partir du moment Rosemary du mort vivant, si vous voulez, à partir du moment où l'autre est incorporé dans le même, vous comprenez que cette question du champ et du hors-champ est plus du tout la même chose. Ne renvoie plus du tout au même type de mise en scène. Puisque pourquoi faire croire qu'il y a un hors-champ quand on sait que le hors-champ il est sous vos yeux? Le problème, c'est que quand est-ce qu'il va surgir et comment on le repère, ce hors-champ? Parce que le hors-champ, c'est l'autre, c'est le mal, si vous voulez, c'est l'inconnu. Et donc, tout le cinéma d'horreur des années 70, et c'est en ce sens-là qu'il est moderne, ça veut dire que c'est quoi une image moderne? C'est une image qui fait question. Voilà. C'est une image qu'on doit analyser. On en a plusieurs fois parlé de ça, de cette question-là, de l'image qu'on doit analyser, qu'on doit déchiffrer, qui ne se comprend pas tout de suite, quoi. Et dans le film d'horreur moderne, les individus, si vous voulez, pour faire court, ne se comprennent pas tout de suite. On ne sait pas si ceux qu'on a dans le cadre sont du côté, pour dire un peu caricaturalement, si vous voulez, du bien ou du mal. Est-ce qu'il n'y a pas deux personnalités? Est-ce qu'il y en a dans Martine, tous ces films-là sont des films qui sont tous organisés autour de personnages qui sont doubles ou duels ou schizophréniques. C'était le cas de Psychose, c'est le cas de La Nuit des Morts Vivants, puisque dans le zombie, c'est ça. Le zombie, vous avez des personnages que vous suivez pendant 40, 45 minutes, 1 heure, hein, et puis d'un seul coup, parce qu'ils ont été mordus, parce que voilà, qui est mordu par un zombie devient zombie, un peu comme les vampires, si vous voulez, parce qu'ils ont été mordus, on les quitte 2-3 plans, puis on revient, ils sont tout livides, et cette fois ils veulent vous manger, et pourtant c'est exactement les mêmes. Hein. Et donc il y a évidemment cette espèce d'effet de reconnaissance qui fait peur. C'est à la fois le même, en même temps animé par un autre désir, si vous voulez. Dans Martine, c'est la même chose. On a un personnage qui est complètement double. Là, on va y revenir. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage qui est dur à définir. C'est un personnage qui se demande s'il est un vampire. Ben, nous, avec lui d'ailleurs, est-ce que c'est un vampire lié à une malédiction ancestrale, on serait du côté du fantastique, ou alors est-ce que c'est juste un type qui est complètement malade et qui s'est convaincu qu'il est un vampire, et comme il évidemment il n'est pas complètement débile, il sait que les fausses dents, ça ne sert pas à grand-chose, il a remplacé les dents par des lames de rasoir. Et donc tout le film, il est aussi sur cette espèce de duplicité-là. On ne sait absolument pas, jusqu'à la fin, bon, moi c'est l'intérêt du film, c'est qu'à la fin il ne statue pas. Hein, si, il statue sur le personnage de Kouda, vous avez vu, le grand-oncle. Lui, c'est parce que c'est le personnage que n'aime pas Romero. En fait, la critique la plus violente que fait Romero, c'est sur ce personnage-là. Le vrai personnage antipathique du film, c'est lui. Alors vous allez me dire, oui, c'est bizarre parce que Martin il tue des gens, c'est vrai. Mais le vrai personnage antipathique, c'est le grand-oncle. C'est pas du tout Martine, si vous voulez. Bon, mais ça, j'y reviendrai.
Donc cette question de l'évolution du cinéma d'horreur, hein, de l'existence, de la situation du mal, elle est évidemment très importante. Ça, c'est un des grands facteurs, si vous voulez, de l'évolution du genre. Et Romero, lui, il s'inscrit complètement là-dedans. Et ensuite, il y a un autre élément très important. Je vous parlais de la question documentaire. Bon. Pourquoi, d'un seul coup, le cinéma d'horreur, à partir d'un Nuit des morts vivants, il devient documentaire ? Ça veut dire quoi un documentaire ? Le film est tourné en noir et blanc à l'époque, en 16 mm, il y a la caméra est tremblée, on a l'impression que c'est pris sur le vif, comme si un reporter avait été plongé au milieu d'un début d'invasion de zombies. Hein, c'est ça l'effet reportage. Aujourd'hui, on parle de l'effet caméra vidéo, ou alors, vous savez, quand on filme à la première personne, une caméra vidéo, il y a eu 1000 films comme ça, Cloverfield, Rec, tous ces trucs-là, quoi. Bon. Mais à l'époque, c'est ça, cette idée, d'un seul coup, on a le sentiment de vivre en direct, hein, les événements, tournant en noir et blanc. Bon. À quoi ça renvoie ? Ça renvoie d'abord à quelque chose qui est très important pour cette génération-là, sont les actualités télévisées, qui sont évidemment en noir et blanc. Hein, le noir et blanc renvoie à l'actu télévisée, et aussi, évidemment, au type d'image qu'on voit à cette époque-là. C'est-à-dire que quand on dit que le cinéma d'horreur explose à la fin des années 60, il explose pas tout seul, il explose aussi parce qu'il y a eu des assassinats politiques qu'on a vus à la télévision, parce que tous les jours, les Américains, depuis 65, voient 20 minutes d'actu du Vietnam, avec des corps en charpie, des images d'horreur. Donc l'image, elle est d'abord arrivée de certaine façon dans la réalité, dans l'histoire, véritablement, avant de contaminer le genre. C'est pour ça que quand on voit tous les jours des corps mutilés, hein, de GI ou de Viet Cong au Vietnam, quand on voit la tête du président qui explose et plein d'autres choses comme ça horribles, il est évident que le cinéma d'horreur avec son vampire, sa cape, ou Frankenstein et la carotte géante, d'un seul coup ça marche plus. Hein, tout le monde a conscience que le mal, l'horreur, c'est plus ça du tout. Et donc le cinéma d'horreur, il s'adapte à cette nouvelle période-là. Et c'est pour ça que ça devient un cinéma d'horreur documentaire, si vous voulez. Et il récupère tous les signes, d'ailleurs, du documentaire. Hein, façon de dire aussi que, évidemment, il y a des arguments fantastiques dans ces films-là, mais ça parle de la réalité. Hein, La Nuit des morts vivants, ça parle de l'Amérique de la fin des années 60. Hein, comme Dawn of the Dead, comme Rosemary's Baby, comme L'Exorciste, etc. Donc cet documentaire, il est important parce que c'est la réalité elle-même qui se met à être éclaboussée par des séquences d'horreur. Ce qui fait que le cinéma d'horreur est obligé de se mettre à niveau d'un seul coup. Hein. Et cette espèce de grand basculement de la fin des années 60 au début des années 70, il vient exactement de là, si vous voulez. Hein, de ce mélange entre l'autre, c'est le même, et l'effet documentaire qui arrive dans le cinéma d'horreur. Alors, ce qui est intéressant, et là je vais essayer d'aller un peu plus sur Martin, c'est que lorsque le film sort, c'est pour vous parler un peu de la mise en scène du film qui me semble très caractéristique de Romero, typique de lui. Ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de gens qui apprécient plutôt le film. Le film a un succès très confidentiel à Martin. Mais beaucoup de critiques, et pas uniquement français, mais américains, disent ouais, c'est intelligent, c'est subtil, mais alors qu'est-ce que c'est mal foutu ? C'est assez drôle, et ça c'est une critique qu'on lira très souvent à propos des films de George Romero, c'est qu'on trouve par exemple, le film que vous venez de voir, c'est un film qui est mal goupillé, mal réalisé. Je ne parle pas du point de vue du contenu, du scénario, des personnages, mais en termes de mise en scène, on trouve que c'est en gros que c'est un film d'amateur. Bon. Et ça c'est absolument passionnant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute première séquence du film, la façon dont le film s'ouvre, on n'a aucune séquence d'exposition, on n'a pas le côté la petite ville tranquille, et puis tranquillement on va se resserrer, se rapprocher d'un groupe d'individus et d'un scénario, voilà, d'une intrigue, pas du tout. On est tout de suite lancé dans le vif du sujet. Ça, c'est l'héritage documentaire de Romero. Il n'y a pas de raison que le monde commence quand le film commence. Ça a commencé avant. Dès que ça commence, on a l'impression d'être pris tout de suite de court. Hein. Et ce qui est très très beau, c'est la façon dont les plans, je ne sais pas si vous l'avez vu, ne s'enchaînent pas normalement. Ce qu'on appelle mal foutu, en fait, ce sont les faux raccords. C'est-à-dire qu'on est dehors, on est dedans, tout va très très vite. Hein, à l'époque, on trouvait que le cinéma de Romero, alors que Romero est un type qui, à l'époque, fait tout sur les tournages, ou quasiment tout. Je veux dire, il a écrit le scénario, il filme les 9/10 du temps, c'est lui qui monte ses films. Hein, donc, c'est un grand monteur, George Romero. Mais c'est un montage, à l'époque, qui est un montage, on pourrait dire, pas orthodoxe, quoi. C'est-à-dire que le principe du montage, c'est de rendre invisible le passage d'un plan à un autre.
Ce qui fait que pour le regard, c'est plutôt assez coulant, c'est fluide, si vous voulez. C'est la plupart des films de la mise en scène classique, même quand le contenu est subversif ou révolutionnaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'être agressé à chaque plan, indépendamment de ce que ça montre. Dans les films de Romero, pas du tout. Et Martin, c'est vrai, l'ouverture de Martin, elle est déjà agressive en soi. Mais elle n'est même pas agressive parce que, avant, lui va prendre cette femme, lui taillader le bras, et Dieu sait que c'est violent. Elle est agressive déjà dans la mise en scène. La façon dont George Romero monte cette séquence-là, c'est une façon qui agresse, qu'on a l'impression que les plans sont pas raccords entre eux, qu'il manque des choses, qu'on n'est jamais au bon endroit, comme si on n'avait que quelques moments d'une séquence idéalement fluide qu'on voudrait voir. Évidemment, c'est très volontaire de la part de Romero, et on pourrait dire, parce que vous avez bien vu que l'essentiel du film pose sans arrêt des problèmes de montage. Pourquoi telle séquence n'a pas telle autre? Pourquoi mélanger le noir et blanc et la couleur? Pourquoi à certains moments on a l'impression de se déplacer très très lentement? Par exemple, quand il arrive à Pittsburgh, le trajet du premier au deuxième train, alors que l'arrivée dans le train est extrêmement rapide. Pourquoi par moment on a l'impression de ne rien comprendre à l'espace qui est filmé, alors qu'à d'autres moments on comprend parfaitement? Confère la séquence géniale où il va tendre une embuscade à cette femme, il se rend compte qu'elle a un amant. C'est une séquence extraordinaire en termes de montage. C'est une des plus grandes séquences de cinéma de Romero. C'est absolument virtuose en termes de chorégraphie. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans cette séquence-là. Elle dure une dizaine de minutes, mais c'est absolument parfait, quoi. Bon. Et donc, on voit bien que l'idée, si vous voulez, derrière cette espèce de montage qui est volontairement heurté, qui ne coule pas, elle est... C'est pour ça que ça me semble intéressant dans le cas de Romero, c'est que c'est quelqu'un qui nous dit, et ça c'est un truc typique de l'époque, mais au fond, il y a une idéologie, il y a une vision du monde, c'est jamais innocent la façon dont on met en scène, la façon dont on monte. Quand on monte de façon extrêmement fluide, en faisant croire que tout se tient, qu'il n'y a pas de hors-champ, que tout ce qui a lieu sous nos yeux se déroule de façon extrêmement fluide et nous, comme spectateurs, on ne manque rien, ça c'est une vision du monde qui considère que le monde il est plein, il est compréhensible et qui va vers sa résolution. Le montage, ça sert à ça, ça sert à éclairer les enjeux et au bout d'un moment, on pourrait dire les synthétiser et les résoudre. Bon. Lui, c'est en sens ça que George Romero est vraiment un cinéaste américain de cette période-là. Lui, il ne croit pas à ça. Souvenez-vous la façon dont Robert Altman attaquait lui aussi cette de vision classique en nous disant mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans le plan, à vous de chercher. Ou comment est-ce que Robert Altman dynamitait les séquences qu'on attendait. Le duel à la fin de John McCabe, par exemple, devenu un non-événement qui fait pchit en 4 minutes. C'est très violent ça pour le spectateur. Parce que le spectateur, il a toujours un œil au premier abord naturellement conservateur. Il veut revoir la même chose, quoi. Et ce que fait Romero, en cassant complètement cet ordre-là, il nous dit, mais pour quelle raison, dans cette Amérique des années 60-70, post-Watergate, post-Vietnam, on ferait croire que le monde a un sens, qu'il est plein. Il y a plein de choses qu'on ne comprend absolument pas. Il y a plein de choses qui échappent totalement à l'américain moyen. Donc on fait un film qui épouse ce chaos-là. Et ça, je trouve ça très très beau de voir comment est-ce que chez Romero, mais ça c'est les grands cinéastes, la forme, quand on creuse, elle se branche, si vous voulez, à une espèce d'humeur, d'état. Ça, c'est un montage qui est typique de l'Amérique des années 70. Cette idée d'un seul coup que plus rien ne fait sens. Les gens se demandent pourquoi un tel a été assassiné, pourquoi les gens sont allés au Vietnam, c'est le déchirement du tissu social partout, le doute qui envahit évidemment l'esprit des Américains. Et le film, il est très honnête par rapport à cette espèce d'état d'esprit, quoi, si vous voulez. Et le montage, il sert à ça au début, c'est-à-dire que le montage, il est complètement chaotique. On a des plans par-ci par-là, mais il épouse cette idée que le monde n'a pas de sens, que ça va vers aucune résolution, ou vers une résolution complètement stupide, on va y venir, qu'il est complètement heurté, si vous voulez, qu'il est troué. Et ça, j'aime beaucoup parce que dès le début, on sent ça. Il y a une forme presque d'agression. Quand je disais que c'est un film qui n'est pas aimable, c'est qu'il faut... en fait, il faut accorder son regard à la façon dont Romero met en scène et monte ce film. Enfin, il me semble, si vous voulez. Et il y a, juste après, j'aime beaucoup l'ouverture du film, lorsque lui donc, attend, c'est la nuit, et va rentrer donc, dans la couchette de cette femme. Et ça, c'est le début du système qui va développer sans arrêt, à savoir un coup en couleur, un coup en noir et blanc, ou l'inverse. Bon.
Et je vous disais au début du film que le film devait être évidemment qu'en noir et blanc. Et je pense que c'est évidemment plus intelligent d'être passé de la couleur au noir et blanc parce que c'est aussi ce qui permet de distinguer les deux types de séquences et pas uniquement les costumes, les décors, etc. Ça, c'est, à mon avis, c'est plus pédago, si vous voulez, pour le public, quoi. Et ce qui est génial dans cette séquence-là, c'est que la première fois qu'il rentre dans la couchette, il ouvre la porte, séquence en noir et blanc. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce de musique un peu qui ulule. On a l'impression que la femme est là, l'attend, c'est la pose lascive. On est dans le cliché absolu de ce qu'est le film de vampire, hein, ou plutôt de la victime qui attend, pour des raisons sexuelles que tout le monde connaît sur les vampires, qui attend d'être mordu par ce vampire hyper séduisant. Hein. Donc, on pourrait dire, premier moment réaliste, hein, assez glauque, les gens qui rentrent dans le train. Chez Romero, Romero a toujours aimé prendre des personnages qui sont ni beaux, qui sont ordinaires. Il aime les détails triviaux, Georges Romero, hein, lorsqu'elle sort de la couchette avec son masque. Ça, c'est un détail trivial que j'aime beaucoup, ça. Faut être malin pour faire ça, je veux dire. Hein. À ce coup, il y a le surgissement du réel, de la banalité la plus triviale qui arrive dans le film d'horreur comme ça. Et donc, lui, premier moment extrêmement réaliste. Là, on perd un peu nos repères, on ne sait pas trop ce que c'est que ce personnage, ce qu'il veut faire, etc. Il est en train de remplir ses seringues, etc. Et deuxième moment, on rentre dans son fantasme à lui, si vous voulez. Alors déjà, cette séquence en noir et blanc, elle est compliquée, parce qu'on va le revoir à plusieurs reprises dans le film, c'est qu'on peut comprendre de plusieurs façons toutes les séquences en noir et blanc, de cette façon. Il y a, première lecture, c'est on rentre dans son mental de malade. Voilà. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il est malade, comment il est arrivé là, on verra. Mais son mental, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une espèce de film, on pourrait presque dire, victorien, en noir et blanc. Voilà, c'est ça. Donc, première lecture, on rentre dans son mental. Et évidemment, quand le réel surgit, elle se débat, paf, on a tout de suite le contre-champ. Alors là, pour le coup, totalement hyper réaliste et totalement trivial de ça. Comme s'il y avait d'un côté la réalité atroce de ce qu'il est en train de faire, hein, qui prenait le dessus, hein, sur cette espèce de monde mental dans lequel il était. Donc ça, première lecture des images en noir et blanc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois qu'il va commettre, pas toujours d'ailleurs, quand il va commettre un meurtre, mais pas uniquement, à certains moments de son existence ou de son rapport avec les autres, il a des images qui surgissent et que Romero nous montre. Bon, ouais, vous allez nous quitter ? Eh bien, la prochaine fois. C'est dans Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer dans un mois, 5-6 semaines, un truc comme ça. Au revoir. Et alors où j'en étais, oui. Alors, donc, images en noir et blanc, première lecture, c'est ça. Deuxième lecture des images en noir et blanc, c'est de se dire, finalement, c'est pas le point de vue du personnage lui-même, c'est le point de vue de Romero. C'est-à-dire que Romero nous dit, voilà, ce film-là, au fond, on pourrait le filmer, si on était dans les années 30, 40, exactement comme je vous les montre là en noir et blanc. Autrement dit, ce qu'on est en train de voir, c'est le cinéma hollywoodien tel qu'il représente le vampire d'un point de vue classique, si vous voulez. Et après, Romero nous dit, voilà, maintenant on passe en 75, 76, et voilà comment c'est aujourd'hui réellement. Autrement dit, ça serait presque, les images en noir et blanc, c'est l'ancien Hollywood, si vous voulez, avant le surgissement du nouvel Hollywood. Hein, l'ancien Hollywood avec tout ce que ça a de faux, à la fois d'oripeaux, de kitsch, de séduisant, de glamour, hein, c'est un peu ça. Et puis après, on passe dans le réel des années 70 et de ce que c'est vraiment. N'oubliez pas que les années 70 voulaient dévoiler l'envers du cinéma classique américain, et là, c'est une autre paire de manches. C'est glauque, on met du temps, je veux dire, il faut qu'elle s'endorme, elle ne comprend pas pourquoi. Enfin voilà, c'est ça. Vous savez, c'est un peu comme Hitchcock filmant le meurtre dans le rideau déchiré en nous disant qu'il faut que ça dure parce que tuer quelqu'un, c'est long. C'est chiant, c'est glauque, donc ça prend du temps, donc ça va durer 12 minutes. Quoi. Là, c'est un peu ça. Hein, c'est pas du tout, c'est pas Bela Lugosi, Terence Fisher, la fille qui est là, poitrine charnue, avec sa petite tenue, qui l'attend, la gorge déployée. Là, pas du tout. Tout est archi glauque, elle veut pas, il a une seringue, la lame de rasoir, etc. etc. Bon. Donc, la deuxième lecture, on peut se dire, les images en noir et blanc, en fait, c'est une sorte de confrontation dans sa tête, hein, entre eux, et dans celle de Romero et de nous, entre l'ancien Hollywood, le cliché du cinéma classique, si vous voulez, et le nouveau. Bon. Et puis, il y a une troisième lecture de ces images en noir et blanc, c'est de se dire, au fond, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est qu'on n'est ni du côté totalement de l'image mentale de Martine, ni totalement du côté des images de cinéma, on est dans l'entre-deux. Ça veut dire que ces images-là,
effectivement, elles appartiennent au mental de Martin. Quand on voit le film, on se dit que c'est bien de sa tête à lui que surgissent ces images-là. À aucun moment on se dit que ce sont des images qui circulent, qui sont vues par d'autres personnages. Non, ça vient vraiment de lui. En même temps, si ces images viennent de lui, elles ont été fabriquées par quoi ? C'est ça qui est évidemment intéressant. Elles ont été fabriquées par cet essai de famille, dont on comprend que c'est une famille de fous furieux. Elle est traitée de moyenâgeuse, etc., qui en fait l'a éduqué, qui a mêlé la malédiction et les films hollywoodiens. C'est ça qui est assez beau dans le film. Ce qui fait que pour lui, la pathologie, elle prend la forme des images d'Hollywood. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça génial, parce que le film est très compliqué là-dessus. Il n'est pas, c'est pas où, je vous dis, il y a plus, et tout se mélange. Ce qui fait qu'il a un mental qui est infesté, ou plutôt qui est totalement formaté par un mélange entre ce que lui a dit sa famille et les films d'Hollywood qu'on lui a montrés. On l'appelle Nosferatu, mais ça veut dire quoi ? Évidemment, on imagine que cette famille, tout ce qu'il y avait, ceux qui étaient derrière l'oncle Kouda, cette espèce de malédiction qu'on se transmet de génération en génération, cette famille lui a tout simplement montré des films hollywoodiens et que ces films-là ont nourri son imaginaire. Et ça, c'est assez beau parce que le film passe en permanence de l'un à l'autre. Alors non seulement dans les images en noir et blanc, c'est un mélange entre les images d'Hollywood et des images fantasmées et mentales. D'ailleurs, comme Romero est un grand cinéphile, il s'amuse dans ces images en noir et blanc vraiment à faire des références à des films fantastiques hollywoodiens très connus. Je pense notamment au moment où il est poursuivi par des hommes avec des torches. Ça, c'est une citation très directe du final de Frankenstein. Quand la créature de Frankenstein est poursuivie par des torches, elle se réfugie dans un moulin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, on voit bien combien ces images-là, c'est presque, quand on les regarde dans le détail, une sorte de patchwork des films que nous, on a vus. Qu'on connaît par cœur, ça s'appelle Dracula, du loup-garou, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, enfin tous ces films-là, et Romero s'amuse à mettre des détails typiques de ces films-là dans ces images en noir et blanc. Mais il fait aussi autre chose, c'est pour ça que le film est à mon avis encore plus intéressant que ça, c'est qu'il aurait très bien pu être sur cette ligne pendant 1h30 en nous disant, bon, il y a la réalité, puis il y a la mythologie, il y a la réalité, puis l'imaginaire, et puis il n'y a pas de dialogue entre les deux. C'est là où le film est triste, évidemment, c'est qu'il n'y a jamais aucun dialogue à un moment qui n'aboutit. Au début, on pourrait penser que l'un va devenir presque le thérapeute de l'autre. Si ça se trouve, Martin aurait pu guérir l'oncle Kouda de sa foi bigote moyenâgeuse, et puis Kouda aurait pu guérir Martin de sa maladie. Mais en fait, non seulement les deux ne se comprennent pas, ne se comprendront jamais, ils ne se frôlent jamais, et à la fin, c'est l'autisme absolu, puisque l'autre lui plante un pieu, conformément à sa folie à lui, quoi. Donc ça, le film est très triste aussi, à mon avis, et d'ailleurs la bande-son est très belle, la bande originale, elle épouse cette espèce d'humeur un peu mélancolique. Au fond, c'est foutu dès le début, quand on écoute la bande-son, on sent que, de toute façon, c'est un peu une sorte de film élégiaque, quoi, si vous voulez. Mais là où le film, je reviens à ce que je disais, est très intéressant en plus, c'est que vous vous rendez compte, et ça se voit terriblement au cours presque du premier quart d'heure, lorsque Martin arrive, donc il prend le train, il est recueilli par l'oncle, il arrive à Pittsburgh, il y a toutes ces séquences, je ne sais pas si vous avez vu, où lui traîne sa valise un peu lourde, et l'oncle l'ignore en blanc, comme ça évidemment, il est en blanc, la pureté, bon. Vous avez compris tous ces symboles-là. Et devant lui, il ne lui adresse même pas la parole, le traite comme un pestiféré, la créature, est-ce que tu sais parler, t'es débile, etc., etc. Et ce qui est beau là, c'est que Romero fait deux choses. Un, il filme donc Pittsburgh, mais il filme surtout un Pittsburgh complètement en ruine. C'est-à-dire qu'il n'insiste pendant ce quart d'heure que sur la dimension délabrée de la urbaine de cette ville-là. Et Romero le dit, c'est aussi un film sur le déclin permanent. Le déclin du rêve américain, le déclin des religions, le déclin des zones industrielles, parce que Pittsburgh, qui est une ville sidérurgique, au moment où Romero tourne, c'est une ville qu'il connaît bien, il y est depuis 40 ans, c'est une ville qui est frappée évidemment par le chômage, c'est une ville, en tout cas ses alentours, et il voulait aussi montrer ça, ça enregistre aussi une réalité urbaine de Pittsburgh de l'époque, et tous ces gens qui se trouvent au chômage le long des bras de rivière, parce que Pittsburgh c'est une ville qui est bizarre, parce que c'est un peu une ville en triangle avec trois grands ponts et des bras de mer qui la ceinture. D'ailleurs, il l'a filmé dans Land of the Dead. La ville modèle de Land of the Dead, c'est Pittsburgh. Il a rajouté numériquement une grande tour au milieu, mais son modèle, c'est Pittsburgh, si vous voulez. Et donc, on a
l'idée, si vous voulez, permanente au début du film du déclin. On a l'impression d'être dans une zone taudis, poubelle, hein, absolument. Et puis, et là, je trouve ça assez beau, vous remarquez que Romero passe son temps à mettre à l'intérieur de cette réalité un petit peu glauque plein d'éléments et de motifs qui viennent des films de vampires. C'est là que la contamination est très compliquée dans le film, parce que par exemple, lorsque, à plusieurs reprises, il va filmer Martine sous des voûtes, hein, ou sur des ponts. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, hein, ces motifs où on voit Martin sortir une première fois d'un pont avec cette grande voûte noire derrière lui, et il sort du tunnel, etc. Ça, c'est le motif typique du vampire. Hein, si vous avez vu Nosferatu de Murnau, c'est comme ça qu'apparaît plusieurs fois Max Schreck dans le film, et auquel d'ailleurs rendra hommage Werner Herzog lorsqu'il tournera son Nosferatu à lui. Hein, le vampire, c'est celui qui apparaît sous une voûte. Il sort du noir sous une voûte. La voûte, c'est le motif typique du vampire, avec l'autre motif qui est évidemment celui du pont, hein, du tunnel. Souvenez-vous de ce carton qui n'existe pas du tout dans le roman de Bram Stoker, mais qui existe dans la version à l'époque de Murnau. Lorsqu'il veut franchir le pont, les fantômes vont à sa rencontre. Hein, un carton rajouté par les surréalistes, enfin on connaît cette histoire-là, mais qui fait du seuil le lieu particulier du vampirisme. Hein, il y a un moment donné, on ne sait pas encore, mais on a franchi un pont. Ça peut être un pont symbolique, etc. Et au début du film, je ne sais pas si vous avez encore ça en tête, Martin, lui, est totalement pris. Pourtant, il est dans le réel à Pittsburgh, mais ce réel-là est totalement truffé de toute imagerie vampirique. Ça fait qu'on a un autre encore niveau de contamination. On a l'impression que Pittsburgh, c'est presque à la fois c'est une ville évidemment réaliste, il la filme de façon très documentée, précise. Et en même temps, on a presque l'impression qu'elle est envahie de motifs gothiques. C'est une ville gothique d'aujourd'hui. Hein. Évidemment, ça c'est dû au choix de Romero, des endroits, la façon dont il cadre, hein, ce qu'il décide de mettre en scène. C'est qu'on se rend compte que la réalité, la vraie réalité, si vous voulez, elle est elle aussi contaminée par cette espèce d'indécision. Parce que le film, moi c'est ça que je trouve évidemment très très beau dans le film, c'est que le film il est volontairement, je vous le disais au début, ouvert ou ambigu. Et moi je pense que c'est un des intérêts évidemment de Martin, c'est que on peut se dire, on peut trancher quand on voit le film. On peut dire, finalement, ce gamin, il n'a pas 84 ans, il a juste 19 ans, il est complètement malade. Donc, pathologie. Très bien. Et en face de lui, qu'est-ce qu'on a ? On a une autre pathologie. Parce qu'évidemment, Kouda et Martin, c'est presque les deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, il faut rappeler que le film est aussi contemporain à l'époque enfin c'est plutôt fin 70, début 80, qui a une sorte de mouvement qu'on appelle l'antipsychiatrie, hein, qui explique justement, qui s'oppose évidemment à la psychiatrie, qui explique tout simplement que le fait de déclarer quelqu'un de malade, ayant des problèmes psychiatriques, psychologiques, etc., c'est une définition de la norme. Autrement dit, ce qu'il faut toucher, c'est la norme, c'est pas l'individu en lui-même. Hein. Et Kouda, d'une certaine façon, il incarne la version cauchemardesque, hein, du psychiatre, quoi, si vous voulez, complètement fou. Hein. Et ça, j'aime beaucoup aussi dans le film. Bon, c'est encore un autre sujet. Et tout ça pour dire qu'on peut se dire, effectivement, on a d'un côté un personnage dont on peut penser que c'est une pure pathologie, hein, et en même temps, cette pathologie-là, elle est complètement nourrie par la mythologie, hein, si vous voulez, hollywoodienne, et la mythologie familiale. Parce que Romero et ce cinéma-là, c'est aussi un cinéma qui comme ça c'est récurrent dans beaucoup de films et pour beaucoup de cinéastes, cette idée que le mal est intérieur et le terreau, hein, du mal, là en l'occurrence c'est la famille. Rosemary's Baby, L'Exorciste, on pourra multiplier les exemples à n'en plus finir. Hein. En fait, le problème de Martin, c'est sa famille. On le comprend. Alors après, ce qui est génial, c'est que à force d'avoir été, on pourrait dire, soumis à une sorte d'idéologie, de propagande, il est lui-même convaincu qu'il est un vampire. C'est pour ça que le Martin, c'est le résultat, lui, complètement indécis, hein, d'un personnage qui n'arrive même plus à faire, et c'est pour ça que nous, à mon avis, ce distinguo-là, il ne faut pas le faire nous, qui n'arrive même plus à faire le distinguo entre la réalité de sa condition, hein, et ce qu'on lui a inculqué. Il est complètement pris là-dedans.
ce qui fait que, vous voyez bien, il y a beaucoup de moments où il se dit, mais il faudrait que j'arrive en gros à coucher avec une femme ou le faire alors que cette femme pourrait être éveillée ou des choses comme ça. On voit bien qu'en lui, ça combat en permanence. Et en même temps, ça ne tranche pas, puisque lorsqu'il a cette relation sexuelle avec cette femme seule, qui se suicide après coup, ce qui est le début de la fin de Martin, évidemment. Bon, on pourrait se dire, si on avait une vision, si le film était plus simple que ça, bon, maintenant c'est bon, il a couché, chut, allez, c'est fini les seringues, c'est fini les lames, c'est fini les rasoirs, et pourtant non. Il y a ce moment très très glauque où il va quand même aller chercher les clodos. Vous avez vu cette séquence à la fin, etc. Bon. Et ça, c'est très très beau parce que c'est ce qui fait qu'au fond, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Évidemment, on a affaire à un type qui est un serial killer. En fait, c'est ça. Qui est malade et qui devient un serial killer, mais on ne sait jamais si l'origine c'est la raison pour laquelle il tue, on pourrait dire, c'est une simple maladie qui peut se guérir. Est-ce que c'est parce que toute sa famille, depuis le début, essaie de le convaincre qu'il est vraiment malade, qu'il est lui-même vraiment devenu, ou alors c'est juste un type qui est complètement fou. Et moi, j'adore dans le film cette espèce d'indécision constante. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'on ne peut pas sortir du film en disant « Oui, mais alors, il est vampire ou il n'est pas vampire ?» Ouais, il n'est pas vampire au sens classique où on l'entend. C'est pas le vampire d'opérette. Il bouffe des gousses d'ail, il se frotte la joue avec la croix. Il s'amuse même de ça lorsqu'il fait peur à Kouda. Et il lui dit cette très très belle phrase, une phrase qui est, à mon avis, la clé de tout le film. C'est « Il n'y a pas de magie ». Alors ça, il y a 1000 façons de comprendre cette phrase-là. Il n'y a pas de magie, ça veut dire qu'effectivement, alors ça peut être à la fois une adresse à l'égard d'Hollywood, comme par avant, à une époque, à des problèmes à l'époque. Il n'y a pas de magie. C'est quelque chose d'assez beau, évidemment. Il n'y a pas de magie aussi, tout simplement, parce que ce qui essaie de faire comprendre à son oncle que c'est une pathologie qui se règle de façon totalement médicale et pas du tout par un exorcisme, par un pieu, etc. etc. Et ça, c'est la phrase que Martin répète plusieurs fois et qui est assez belle. Mais encore une fois, c'est un passage qui est très compliqué, à mon avis, à saisir. C'est qu'il est un peu tout ça à la fois, si vous voulez. Il est à la fois du côté de la mythologie et aussi en même temps du côté de la pathologie. Jusqu'à cette fin, qui est pour moi une fin typique des années 70, où effectivement il reçoit le pieu, et puis il est enterré comme un chien. Parce que c'est un chien dans le jardin, etc. Si vous voulez. Et ça, pour moi, c'est un des grands intérêts de Martin, c'est la façon dont tous les films américains d'horreur à l'époque se confrontent à chaque fois à une mythologie qui leur préexiste. Que ce soit du film d'horreur, du film d'enfants maléfiques, d'exorcisme, de redneck, etc. Toujours. Bon. Dans le cas de Romero, là où on a vu c'est très très fort, c'est qu'il ne dit pas on va remplacer la mythologie d'avant par un nouveau réalisme. Il dit le problème du réalisme aujourd'hui, c'est qu'elle a tellement été nourrie de mythologie qu'au fond, ça a une influence aussi sur la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence. Alors que beaucoup de ses collègues ou certains collègues de Hollywood avaient tendance à dire bon, avant c'était comme ça, avant c'était la mythologie, c'était faux, la propagande, le rêve hollywoodien, l'illusion, l'histoire arrangée, etc., etc. Voilà ce que c'est que la réalité. Romero, lui, il est un peu, pour le coup, il a un petit côté Joe Dante, si vous voulez. Celui qui a fait les Gremlins, Panic à Florida Beach, il nous dit mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au bout d'un moment, la mythologie, les images de la réalité font la réalité aussi. Et Martin, c'est le produit absolu de ça. Ce qui fait que lui-même, si lui ne veut pas distinguer, mettre au clair son état, nous on ne peut pas non plus. Et c'est ça que je trouve, à mon avis, très beau dans le film, si vous voulez. Vous avez des remarques ou des... Roman Non. Polanski, pas du tout. Non, mais le rapprochement est possible. Ouais. Je trouvais un cousinage dans l'esprit du film, Ouais. avec Alors, Rosemary Baby, par ouais. exemple. Disons que... alors, pour faire court, c'est que je pense qu'il y a quelque chose, à mon avis, qu'on repère tout de suite quand on voit un film de Romero par rapport à un film, si vous voulez, de Polanski. Polanski, il y a toujours chez Romero, chez Polanski, une forme d'ironie ou de second degré. Et c'est pas une critique de ma part, Polanski est un grand cinéaste. C'est-à-dire que souvenez-vous, dans Rosemary's Baby, il y a beaucoup de moments qui sont objectivement ridicules.
Où les personnages, je veux dire, que ce soit ce photographe chinois alors que Mia Farrow arrive pour regarder son bébé dans le berceau, soit ce type qui perce un Judas dans le mauvais sens. Il y a toujours une dimension insolite, mais presque insolite, ironique chez Polanski, y compris dans des moments de drame absolu. Pour ceux qui se souviennent de la fin de Rosemary's Baby, la moitié des gens qui sont sur l'écran rient comme des fous. Absolument. Évidemment, c'est génial pour d'autres raisons. Alors que, il me semble que Romero, on est plus du côté de la satire, si vous voulez, que du côté de l'ironie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, lui ne prend de haut son personnage. Martin, il est totalement avec lui. Alors que dans le cas de Polanski, il s'amusait beaucoup avec ça. On ne savait pas s'il était avec Mia Farrow ou un peu à côté d'elle ou contre elle. D'une certaine façon, il la prend comme objet d'étude. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'était tout l'intérêt du film d'ailleurs, cette fameuse question, est-ce que Mia Farrow a vraiment le fils du diable ou alors est-elle juste paranoïaque ? Enfin bon, et il s'amusait beaucoup avec ça. Alors je pense que dans Martin, c'est pas du tout la même humeur, si vous voulez. Pas du tout. Et puis il y a quelque chose qui, à mon avis, qui n'est pas présent, parce que Polanski, c'est un cinéaste déjà qui n'est pas un cinéaste américain. C'est-à-dire que ça joue beaucoup, il n'a pas la même histoire, que ce soit ses parents déportés, sa femme Sharon Tate massacrée à la fin des années 60. Il a une histoire, me semble-t-il, complètement différente de celle de Romero. Romero, c'est l'américain absolu. On voit bien qu'il se sert des images, il croit à ces images-là, il voit ce que ça devient, etc. Polanski, pas du tout. Polanski, ça reste, à mon avis, ça reste toujours... Polanski, c'est le regard systématique de l'Européen sur Hollywood. C'est vrai de Rosemary, c'est vrai de Chinatown, etc. Enfin, de Tess, ces choses-là, quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout, à mon avis, de Romero, quoi. Mais c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire, cette espèce d'hésitation permanente sur le statut du personnage, ce qu'il est en train de vivre, etc. Mais vous comprenez que dans Rosemary's Baby, Polanski se sert de cette hésitation comme d'un effet de suspense. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça relance en permanence le film. Alors, vrai, pas vrai ? Dans Martin, pas du tout. C'est plutôt accablant. C'est-à-dire qu'on comprend vite au bout d'un moment qu'au fond ça ne sera jamais tranché, ça. Que non seulement il ne sera jamais guéri, qu'il est un peu de tout ça à la fois et qu'on va droit dans le mur. Mais jamais le film ne se sert de cet affect que serait le suspense. Est-ce qu'on va savoir finalement ? Alors que Rosemary's Baby s'amuse beaucoup jusqu'au bout avec ça. Et puis à la fin, en fait, on croit qu'on sait, puis on ne sait pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le cas de Martin, c'est pas ça. Martin, on est du côté de la satire sociale, du mélodrame. Vous voyez, c'est plus ça qui, à mon avis, qui intéresse Romero. Il n'y a aucun moment où il y a un effet de suspense, y compris dans la fameuse séquence centrale dont je vous parlais. On a l'impression que les deux humains sont comme des rats dans un aquarium, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Juste une petite précision, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Georges Romero, enfin je veux dire le visage, c'est lui qui interprète le prêtre. Ah oui, Father Howard. C'est lui qui avait tenu d'ailleurs à l'interpréter parce qu'il le dit évidemment dans beaucoup d'entretiens, c'est que Romero c'est quelqu'un qui a eu une église, qui a eu une éducation classique, catholique, et en fait l'oncle Kouda, en fait, en créant l'oncle, parce que c'est lui qui a écrit le scénario Romero du film, en créant l'oncle Kouda, il se venge tout simplement de son éducation et de sa famille de bigots. Et d'ailleurs la façon dont il interprète le prêtre, le type qui ne pense qu'à boire du vin, à boire manger, pour l'exorciste aller voir l'autre, c'est extraordinaire d'ailleurs. Ça c'est lui qu'on verra évidemment à la fin. Et la façon dont il fait le portrait de l'oncle, c'est quelque chose d'assez terrible. Et puis après, il y a toute une. Alors, si on oublie 2 secondes Martin, ce qui est aussi très beau, et ça, Romero est assez fort pour l'étude de mœurs. On oublie souvent ça. On pense que Romero, c'est le type qui filme des zombies, ou qui fait des films d'horreur. C'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui est il a fait un film génial en 81 qui s'appelle Night Riders. Film où il y a pas du tout un film d'horreur qui raconte l'histoire d'une bande d'individus qui, de temps en temps, assez régulièrement, rejouent certaines séquences, certains moments des Chevaliers de la Table Ronde. Et donc, ils recréent comme ça ces 2 joutes à l'abri dans des forêts, mais ils sont en permanence ennuyés,
traqués par la police qui considèrent qu'ils font des choses qui ne sont pas totalement illégales. C'est la grande métaphore évidemment de l'indépendant qui n'arrive pas à être indépendant à Hollywood, parce que le problème de Romero, c'est que c'est un des très rares cinéastes américains de ces 40 dernières années, et ayant traversé comme ça Nouvelle Hollywood, et notamment dans le cas du cinéma d'horreur, avoir fait des films quasiment tout le temps en indépendant. Tout le temps. Hein, alors évidemment, 2-3 fois il a fait des films avec les majors, ça s'est pas très bien passé, mais c'est vraiment un des rares cinéastes qui a travaillé quasiment tout le temps en indépendant. Et Night Riders, c'est un film absolument magnifique sur la fin des utopies de la contre-culture, parce que évidemment cette bande d'illuminés qui vivent leur propre utopie entre eux, c'est évidemment la métaphore de la contre-culture. Qu'est-ce qu'il en reste en 81? Plus rien, c'est juste des gens qu'on traque comme des illuminés dangereux. Et c'est un film absolument magnifique. Et donc il n'y a rien à voir avec le cinéma d'horreur, hein, de la même façon. Quand il fera, vous avez peut-être vu ce film de 84 qui s'appelle Incident de parcours, Monkey Shine, le film est très très beau. Vous avez vu ce film? C'est un film absolument génial, c'est du Kubrick, quoi, qui raconte l'histoire, là je fais du teaser pour vous donner envie, mais qui raconte l'histoire d'un espèce d'Américain moyen, athlétique, qui fait son jogging le matin avec des briques dans son sac à dos, dans sa petite ville, enfin voir le cauchemar, quoi. Et un jour, alors qu'il est en train de faire son jogging, il est renversé par un camion et il devient paraplégique. Et là, il apprend l'existence d'un programme médical qui met à disposition des singes, des sapajous, super entraînés, super intelligents, à qui le corps médical a appris plein de choses, et qui peuvent seconder les paraplégiques. Hein, autrement dit, il y avait ça pendant Phénoména d'Argento, pour ceux qui l'ont vu. Bon. Et ce personnage s'appelle Ella, E2LA, comme Fitzgerald. Donc ce petit singe va arriver, au début il est tout content, parce qu'enfin il peut rien faire, il peut bouger que la bouche. Hein. Et ce petit singe va lui servir comme prolongement physique d'un corps qu'il n'a plus, quoi, parce qu'il est sur un fauteuil roulant. Et le problème de ce petit singe, c'est qu'au début c'est le prolongement physique, puis au bout d'un moment c'est le prolongement mental. C'est qu'il va commencer, ce sapajou, à réaliser les désirs cachés de ce personnage-là, et y compris ses pulsions refoulées. C'est un film extraordinaire, hein. Le plus grand film américain des années 80, film absolument cauchemardesque évidemment sur à la fois la famille, le monde du travail, l'oppression, etc. Mais et donc je dis c'est un film qui est très kubrickien. C'est un côté très kubrickien. Donc c'est cette espèce de code de maille qui sépare le civilisé du barbare. Si vous avez l'occasion, regardez-le, ce film. Il s'appelle Monkey Shine, hein, et c'est un film qu'il a réalisé juste après Day of the Dead. Hein, son troisième volet des zombies. Parce que Romero a fait plein d'autres films, hormis évidemment les zombies, quoi, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un aurait une remarque ou une question peut-être? Non, parce que moi j'avais le fait de qualifier Martin je reviens à Martin, mais de qualifier de serial killer en fait. C'est peut-être un peu osé de dire ça, mais quelque part ça m'a fait penser à la série Dexter récemment, et je me suis dit que ça m'a fait penser à une version de Martin où le personnage arriverait plutôt bien à s'en sortir avec sa pathologie. Enfin, Ouais. Mais d'ailleurs, moi je connais pas Dexter. C'est le serial killer qui fait j'ai entendu parler normale. Mais en fait, ça me fait, mais ça fait aussi penser à la. Je sais pas si vous l'avez vu, à cette série qui s'appelait Dream On. Vous vous souvenez de cette série-là? Un type qui passe. C'est plutôt une sitcom américaine, une comédie, un type qui passe son temps, quelles que soient les situations et moments de sa vie, à chaque fois à faire appel, mais son cerveau est fait comme ça, à une séquence d'un film qu'il a vu. C'est que dès qu'il fait quelque chose, ça lui rappelle une séquence d'un film qu'il a vu. Et son quotidien est peuplé, mais comme Martine, de séquences tirées de films. Il dit bonjour à quelqu'un, paf, il a 4 séquences de films où d'un seul coup on a une fois Richard Burton, une fois John Wayne, une fois Eddie Murphy qui dit bonjour à un autre. Et donc évidemment sa vie n'est plus qu'une espèce de mise en pratique. C'est un film assez génial, hein. C'est une série assez géniale, elle s'appelle Dream On. Ce n'est qu'une mise en pratique de ce qu'il a vu, des images, aussi bien télévisuelles, soap opéra, cathodique, cinéma, qu'il a en tête. Et je pense que, à mon avis, c'est aussi un des intérêts de Martine. Aussi, on dit c'est une différence par rapport à Rosemary. C'est que Romero, il fait partie de ces Américains qui, parce qu'ils ont été élevés avec la télévision, extrêmement cinéphiles, avec les DC Comics, etc. Mais croit beaucoup aux images. C'est-à-dire qu'il croit. Il croit plutôt qu'on ne peut pas, d'un revers de la main, se débarrasser de l'image en disant l'image, elle ment, elle n'a pas d'influence, il suffit de ne pas l'avoir pour. C'est partie de cette génération de cinéastes qui a conscience que l'image, comme Joe Dante, elle doit être prise au sérieux, parce que l'image,
elle a un impact sur la réalité. Non seulement elle a un impact, mais elle la modèle intégralement. Ce qui fait que dire il y a la réalité d'un côté et les images de l'autre, pour des gens comme Romero, c'est complètement stupide. C'est pour ça que vous avez cet effet de contamination est intéressant. À aucun moment il nous dit oui, il y a les images en noir et blanc du fou, et là il y a la réalité. Vous savez bien que tout se mélange en permanence, puisqu'il y a des éléments de la réalité mythologique des films qui apparaissent évidemment dans le réel. Et je pense que le rapport à l'image, c'est quelque chose qui est typique de Romero. Et puis il faut aussi dire que vous parliez de Romero dans le rôle du prêtre, il y a aussi un autre personnage qui est très important, qui va devenir très important dans la carrière de Romero, c'est la première fois qu'ils bossent ensemble, c'est Tom Savini. Tom Savini, c'est le copain de Christine Forrest, la cousine de l'oncle. Christine Forrest, qui d'ailleurs à l'époque est la compagne de Georges Romero. Bon. Tom Savini, c'est ce type-là, au look un peu italien, avec un nez assez long, des yeux noirs. Il va devenir très célèbre parce qu'à l'origine, c'est un acteur, il veut être acteur, et puis il fait un peu d'effets spéciaux comme ça pour passer son temps. Et finalement, il va voir Romero, au moment où Romero commence à préparer Martine, il lui demande s'il n'a pas un rôle pour lui. Au début, il va même auditionner pour le rôle de Martine. Mais Romero choisit John Amplace, qu'il avait repéré dans une pièce de théâtre. Et donc, il va jouer le rôle du copain mécanicien de cette fille. Et Tom Savini va être celui qui va faire les effets spéciaux, notamment les effets spéciaux des films de zombies et de Romero pendant des années et des années. Ça va devenir, si vous voulez, c'est un des rares, à mon avis, c'est un des rares maquilleurs dont les cinéphiles connaissent le nom, Tom Savini. Il fera lui-même un film, il apparaîtra dans des films, etc. Et donc il va travailler avec Romero sur tous les films de zombies. C'est lui qui fera tous les maquillages des films de zombies, etc. Et là, il s'est déjà entraîné. Et pourquoi je dis ça? Parce que, indépendamment du fait que c'est une collaboration qui naît à cette occasion, c'est que Tom Savini, là on est en 77, il a fait, comme beaucoup de cinéastes de cette période ou d'acteurs, il a été confronté évidemment à la guerre du Vietnam. Et lui a fait la guerre du Vietnam, Tom Savini. Et quand il faisait la guerre du Vietnam, il le racontera plus tard, lorsqu'il était reporter photographe là-bas, il avait les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire, et il a passé beaucoup de temps à faire des photos de cadavres au Vietnam, beaucoup. Et il expliquera plus tard que la plupart des effets spéciaux qu'il fera pour les films de Romero, les films de zombies, etc., le modèle, ce sont les cadavres qu'il a photographiés au Vietnam. C'est extrêmement intéressant comment est-ce que la jeunesse d'un film, évidemment, vient confirmer ce que raconte le film lui-même. Et Tom Savini, il l'a toujours dit, mon école de l'effet spécial, ça a été l'horreur au Vietnam. Il n'a pas fait une école d'effets spéciaux du tout. Il a juste pris en photo et vu toute la journée des cadavres, des bouts de membres. Et donc il a appris comment faire des effets spéciaux, comment mutiler des corps, comment représenter des membres, voir d'où ça saignait, pourquoi, à quel moment, etc., en faisant la guerre. Et il y a beaucoup de cinéastes qui sont passés par là. C'est comme Wes Craven, dont on parlait tout à l'heure, qui a aussi un rôle important dans le cinéma d'horreur. L'homme qui fera Scream, voilà. La tétralogie des Scream. Wes Craven, pareil, c'est quelqu'un qui, au début, a commencé à faire des films d'horreur assez pas crapoteux, très dur à voir. Le Vent sur la gauche, c'est un film extrêmement dur à voir. Tous ces films-là, c'est des films qu'on ne pourrait évidemment plus refaire du tout aujourd'hui. Ils passeraient pas du tout le cap de la censure. Il n'y a qu'à voir les remakes qu'on fait de ces films-là, qu'on revoit les remakes, mais même y compris le remake de Zombie, le remake des Chiens de Paille, tout ça, c'est des versions puritaines de tous ces films-là. Aujourd'hui, c'est des films, c'est même pas pensable. Et lorsque Wes Craven tourne ces films, lui, il vient de l'école du montage, et notamment du montage de bandes d'actualité. Et il travaille dans une chaîne de télévision. C'est marrant parce que c'est un ancien prof de français, enfin de lettres, Wes Craven. Et dans cette chaîne de télévision, il montait les images en provenance de la guerre du Vietnam. C'est lui qui montait toutes les bandes d'actualité. Et évidemment, c'est quelque chose qui a une influence importante sur les films qu'il fera après, y compris même certaines images de ces films qui sont des citations très très directes de certaines images d'actualité en provenance évidemment de l'Asie du Sud-Est, quoi. Et donc c'est drôle, façon de parler évidemment, de voir combien le Vietnam, je vous disais au tout début que le Vietnam a été un fantôme permanent de la décennie, mais évidemment, c'est ça que la question, le cinéma d'horreur ne pouvait évidemment pas dans les années 70 faire comme si tout ça n'avait pas lieu, quoi. D'ailleurs, quand vous prenez, je vous parlais tout à l'heure de Taxi Driver, avec son final totalement gore, mais regardez son Secret de Coppola, par exemple, où Coppola dit j'ai envie de faire un film d'horreur sur les écoutes téléphoniques. Regardez dans Les Hommes du Président,
par exemple, l'informateur de Bob Woodward et Bernstein, qui s'appelle Gorge Profonde. Gorge Profonde, qui est un nom tiré évidemment du célèbre film porno de Damiano. Et il est filmé comme un vampire. On a Donald Sutherland dans le film, on a l'impression que c'est Dracula qui est dans les parkings. Tout ça pour dire que une des choses qui caractérise le cinéma américain de Nouvelle Hollywood de cette période-là, c'est qu'évidemment, il y a encore des genres qui tiennent. On le fait là. On dit, tiens, il y a un western, il y a un film, il y a un polar. Mais en fait, c'est beaucoup plus fragile que ce que ça a été à l'époque du cinéma classique, en gros, jusqu'au début des années 60. C'est-à-dire que là, on a un western, mais il y a un moment, c'est un mélo, il y a un moment, c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est devenu ce qu'on appelle finalement une décennie très transgenre, si vous voulez. Tout a beaucoup circulé, les genres se sont mélangés terriblement. Alors qu'Hollywood fonctionnait en termes de studio, de financement et d'attrait du public sur une découpe très serrée des genres. On allait voir un film noir de la MGM, c'était pas un film noir de la Warner, plus social. Il y avait les mélodrames, les comédies musicales, les westerns. C'est des choses extrêmement codifiées, avec des acteurs liés à certains genres, des scénaristes pour des gens, des réalisateurs pour des gens, etc. À la fin des années 60, tout ça a complètement explosé. Ce qui fait que oui, il reste du western, mais au fond, quand on voit les westerns, on a l'impression que ce ne sont plus des westerns. Ce qu'on a fait la fois d'avant, où il y a 2-3 séances sur John McCabe, c'est qu'on a cessé de parler de John McCabe comme étant un film qui, au fond, était tout sauf un western. Et là, on pourrait prendre Martin en disant il est dans la catégorie film d'horreur, mais en fait, on ne cesse de parler de choses qu'on retrouvera ailleurs. Le début de Martin, c'est un début, par exemple, avec ce mélange des deux types d'images. Comment est-ce que la réalité, comment le fantasme se heurte contre une réalité très très violente. La femme... on pourrait dire offerte, et puis la femme découpée à la lame de rasoir. C'est un début qu'on retrouvait quelques années plus tôt dans Midnight Macadam Cowboy de John Schlesinger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, si vous l'avez vu. John Voight, c'est de campagnard américain un peu plouc qui veut réussir à New York, et puis il débarque dans l'enfer de la ville, et il se rend compte qu'entre l'image qu'il avait de lui comme séducteur, cowboy, etc., et ce sur quoi il va tomber, en l'occurrence un homme malade joué par Dustin Hoffman, et il va devenir un gigolo, une espèce de monde extrêmement glauque. La confrontation entre son imaginaire, d'homme qui a vu trop de films, qui a trop vu John Wayne, et la réalité qu'il va découvrir, avec le même type d'alternance d'ailleurs, entre des images fantasmées, des images réelles, et la même que dans Martin. C'est-à-dire que c'est un procédé qu'on va souvent revoir. Et alors le début de Macadam Cowboy, ça commence comme un western, et puis après ça devient un road movie, puis ensuite ça devient un drame urbain. Donc la question des genres, parce que là c'est la dernière fois qu'on passe en fait un film dit de genre, parce que Voyage au bout de l'enfer est un film qui contient tous les genres, on en parlera la prochaine fois. Mais la question du genre est très fragile dans les années 70. En tout cas, disons que ce n'est pas du tout la bonne façon d'aborder cette décennie-là. Voilà, pour être tout à fait clair. Dire j'ai vu un film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, qu'est-ce que c'est ? Il y a moins de sang dans Massacre à la tronçonneuse que dans Taxi Driver, véritablement. Et pourtant, on a le sentiment, déjà le titre français est terrible, on a le sentiment d'avoir vu des corps découpés pendant 1h30. Alors que c'est un drame réaliste extraordinaire, Massacre à la tronçonneuse, mais d'une violence évidemment inouïe. Et où est l'horreur ? Je veux dire, tout est réaliste, aucun personnage n'a de don surnaturel. On est dans un drame qui vire, un drame catastrophe, quoi, si vous voulez. Mais Massacre à la tronçonneuse n'est pas un film d'horreur. C'est-à-dire qu'on regarde le film en détail, évidemment, ça l'est pas du tout. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. On parlait de Soldat Bleu tout à l'heure. Soldat Bleu, pour ceux qui l'ont vu parmi vous, ça commence comme un western plutôt inoffensif, gentillet, pro-indien. Et puis peu à peu, ça vire dans un bain de sang. On a presque le sentiment que là, pour le coup, le film a changé de genre et de registre. Et cet effet de changement, il était bien incarné d'ailleurs la fois d'avant par Taxi Driver, de films qui ne se fixent jamais sur une émotion, voilà, qu'on passe notre temps il n'y a pas de confort du regard dans ces films-là. Donc, Martin, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est un film pas très aimable, parce qu'en fait, c'est un film d'horreur qui n'en est pas un, si vous voulez. En fait, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça, pourquoi il est rangé dans la catégorie film d'horreur. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que, puisque tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire est identifié comme tel,
hein, parce qu'il y a de la violence, il y a de la crudité évidemment dans ce qui se passe, dans ce qu'il fait, etc. Mais c'est un film sur un cas pathologique, vous voyez, c'est un drame sur un cas pathologique, c'est un drame familial si vous voulez. Mais au fond, c'est devenu un film d'horreur parce que le mythe du vampire et parce que Georges Romero, c'est tout.